Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandels se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé par tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme. C'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye de Montaregret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. L'ami m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cintre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la plaçarde. Mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? Dis, veux-tu? D'amitié? Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie. Nouveaux éclats de rire à ma réponse. Ha ha, monsieur vous aille, était un marquis, c'est un marquis. Je l'ai interrompu. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi. La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue, qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte, « Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents. Au fait, le sanglier. » Puis après quelques minutes de silence, « Tenez, m'a-t-il dit presque timidement, vous êtes un marquis, c'est fort bien, mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le taux la prendra, donnez-la-moi, je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur, mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé, et puis il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée, et poussait à chaque instant des cris de joie. Les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé. J'en aurai au moins pour 15 francs. Quel bonheur! Du tabac pour mes 6 semaines. La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux, moi pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure, lui pour le mener à Bicêtre. Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes, « Ah ça, ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place, diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité, non. Mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin, mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas? Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, puis de ce qui restera, on en mettra plein aux bières et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main,
qui te faisait sauter sur ses genoux et le soir joignait tes 2 petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ô ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis, et quel crime je fais commettre à la société. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends en dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi? C'est moi qui vais mourir? Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11 heures du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11h20 viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois, malheureux, je ne détournerai pas la tête. Oh, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat, je veux bien des galères. 50 galères, et que tout soit dit. Ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui m'ait pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égarée. J'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ces paroles m'ont semblé inutiles, et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est entré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué. « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?»« Oui, mon père, lui ai-je répondu. »« Croyez-vous en la sainte Église catholique, apostolique et romaine ?»« Volontiers, lui ai-je dit. »« Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler, il a parlé longtemps, il a dit beaucoup de paroles, puis quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, et m'interrogeant « Eh bien ?» Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé
Quand reviendrai-je? Je vous le ferai savoir. » Alors il est sorti, sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même « un impie. » Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie, et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien, rien qui fût de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple, une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine en latin, saint Augustin, saint Grégoire, que sais-je. Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment serait-il autrement, ce prêtre et l'aumônier en titre de la prison? Son état est de consoler et d'exhorter, il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste, parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux bien poudrés à blanc ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura. Quelqu'un a consolé le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié. On relit la page et puis il vient. De cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on m'aille donc au lieu de cela chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolée, et mon cœur se gonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais en avoir besoin. Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt c'est cela, tantôt ce n'est pas cela. J'ai demandé au gendarme qui c'était, il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans 6 mois cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque, j'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante un jeune marié le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. » L'architecte s'en est allé. Moi j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Et puis il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme auquel, ingrat égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé, homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte. Assis devant la table, je tâchais de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit.
Un léger coup frappé sur mon épaule m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seule. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur ?»« Non, lui ai-je dit. » La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ?» ai-je répliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Voici si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas ?» J'ai haussé les épaules. Est-ce que vous arrivez de Charenton? Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un? Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune. Tout cela me sera venu de vous. Voici, je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne me manquait pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûr. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Permettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons, hein. Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Voici mon adresse, caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez même ce soir, si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. « Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir, je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions à une condition. » Il ouvrait des yeux stupides. « Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. » Si ce n'est que ça, s'est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous les mouvements, mon cœur palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme et la place et la rue et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. « Ah, ça, ce n'est pas pour sortir d'ici. » J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort bien inutile et bien insensé. « Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. » Il m'a interrompu. « Ah bien non, tiens, et mes numéros. Pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. » Je me suis rassis, muet, et plus désespéré que toute l'espérance que j'avais eue. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier, rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage, où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuses qui domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin, la petite Espagnole avec ses grands yeux, ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans, Pépa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'1 an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais « c'est bien fait » et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers, au fond du jardin.
Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons ». Je la vois encore, elle était tout en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pépa redevint Pépita. Elle me dit « Courons ». Et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine, je la pris par la ceinture du droit de victoire, je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas, elle était essoufflée et riait. Moi j'étais sérieux et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, me dit-elle. Il fait encore grand jour, lisons quelque chose, avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome second des voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard, je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule et nous mîmes à lire chacun de notre côté tout bas la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. « Avez-vous fini ?» me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru. » Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien, me dit ma mère, tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. 1h20 de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre et le mien. Si on lit un jour mon histoire après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérable loi et misérable homme, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a un an, à pareil jour, j'étais libre et pur, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. En ce moment même, il y a tout auprès de moi dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la Grève et partout dans Paris des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leur robe de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdie d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les deux tours, d'avoir eu Paris sous les pieds, quand j'entrai dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son battant qui pèse 1 millier. J'avançai en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse, parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les hauts vents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leur plan incliné étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais en quelque sorte à vol d'oiseau la place du parvis de Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta, une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres, le bruit faillit me renverser. Je chancelai, prêt à tomber, prêt à glisser sur les hauts vents d'ardoise en pente. De terreur, je me couchai sur les planches, les serrant étroitement de mes deux bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles, et sous les yeux ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin, à travers les crevasses d'un abîme.